Le réveil en douce. Cette semaine, je te propose de retrouver Elvira pour la troisième et dernière partie de l'entretien que j'ai eu avec elle au mois de juin dernier à Montpellier. Et tu vas voir que ça continue de déménager. Elvira est vraiment un personnage unique et singulier dans le paysage de la non-dualité en France. Elle a vraiment une voix unique, une énergie qui n'appartient qu'à elle. Dans l'épisode précédent, elle nous racontait comment, au bout d'un véritable parcours du combattant, elle avait fini par découvrir sa divinité. Dans cet épisode, on continue de parler de nos parcours respectifs, qui sont diamétralement opposés, mais qui finalement nous ont amenés au même endroit. C'est-à-dire que j'ai enfin eu le courage d'arrêter la recherche de réponses, parce que c'était vraiment en mode survie, hein. J'étais en mode panique tout le temps, j'étais tout le temps border burn-out en fait. Ça allait tellement vite, ça s'arrêtait pas, les signes, les synchronicités, les phénomènes, c'était éprouvant quoi. Un jour il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu peux demander que ça ralentisse. Je fais ah bon? Bah oui, j'ai dit, oh, bah s'il vous plaît, vous pouvez ralentir, mettre un peu moins fort là. Et hop, instantanément, je me rappelle les 15 premiers jours, j'ai fait, oh, ça allait plus doucement quoi. Je pouvais avoir 2-3 heures, presque une après-midi sans phénomène. Incroyable. Et c'était même bizarre du coup, parce que du coup je les cherchais tellement, tu sais, c'était, tu sais, comme un chien qui a été battu, il est tout le temps en alerte, tu vois. Ouais, c'était fou. Et quand tu es dans cette année-là, parce que je suis en train je t'écoute et je me dis, j'imagine que tu viens déposer ça devant un psychologue traditionnel, que tu entends des voix, qu'est-ce qui se passe? J'ai un oncle médecin, il m'a dit qu'il pouvait me conseiller un bon psychiatre, et il m'a demandé combien d'argent je dépensais là-dedans, il m'a dit que je faisais peur à ma mère. Ah ouais. Est-ce que je dormais bien? Est-ce que je prenais des psychotropes? Est-ce que je prenais des médocs? Que peut-être il faudrait me faire médicamenter? Tout ça. Et moi, je lui ai dit que je pouvais lui trouver un bon guide spirituel, s'il voulait. On s'est un petit peu fâchés. Bah oui, forcément. Ouais, c'était quoi la question? Bah c'est ça, c'est qu'est-ce qu'un psy traditionnel, qu'est-ce qui répond à ça? Bah j'en sais rien, tu lui demanderas. Il m'enferme. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de médiums dans les HP. Hein. C'est ça. Je serais pas étonnée. Ouais. Moi, je partage beaucoup là-dessus, sur justement le problème de la psychologie et de la psychiatrie, entre guillemets, traditionnelle qu'on apprend en université. C'est l'absence totale de lien avec la dimension spirituelle de l'existence. C'est-à-dire une espèce de déni absolu de la subjectivité, enfin, du sujet, quoi. On est dans l'objet, et alors l'objet c'est toi, tu es le patient, et voilà, toi l'objet, je vais t'observer en fonction de tout ce que j'ai appris dans les livres, mais c'est pas ça. Ouais, mais en fait, je pense que si on interviewait tout le monde, moi je pense qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ont vécu des phénomènes, des étrangetés, des synchronicités, mais ça fait peur. Ça fait peur ouais. Parce que c'est la porte ouverte à un truc tellement gigantesque. Mais c'est là que je me pose la question, pourquoi j'ai pas peur? Moi, j'ai pas eu peur. Ouais, il y a des gens, ils adorent ça, ils ont pas peur, ils kiffent. Moi, je le vois dans les clients, la clientèle que j'ai. Mais il y en a, mais ils sont tellement contents. J'ai discuté avec une dame, là, ce mois-ci, c'était super intéressant. Alors, tous les clients, tout le monde, là, c'est super intéressant, là. Les échanges, c'est fabuleux, quoi. C'est merveilleux. Les histoires que racontent les gens, mais c'est... Ah ouais, ça, c'est un truc, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il va me raconter, lui? Et elle a à peu près le même temps d'éveil que moi, on va dire, 3 ans et demi. Elle a vécu tout dans la magie, l'ouverture, l'acceptation. C'est beau, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est magique. C'est dingue, elle a la même vitesse, la même puissance que moi, presque les mêmes histoires. Et elle, c'est magique, c'est merveilleux, c'est magnifique. Moi, je l'ai regardée comme ça, j'ai dit, mais putain, oh, waouh. Mais moi, quand j'écoute ton histoire, j'ai l'impression que c'est la même que la mienne, mais à l'envers. Parce que moi, toi tu parles, on s'en parlait tout à l'heure, tu disais, moi j'étais dans la fête, je faisais la fête, voilà. Moi, je détestais la fête, j'avais peur des gens, j'étais dans la terreur. Donc, l'éveil, si tu veux, pour moi, c'est extraordinaire. Parce que moi, j'ai passé mon temps à me planquer la tête dans les épaules derrière ma caméra, à avoir peur de tout, à pas m'amuser du tout,
Et alors les fêtes, c'était pire que tout, parce que... Ah ouais? Non, mais les fêtes, c'était horrible. C'était dans un endroit où je me sentais absolument seul. Ah ouais. On avait l'impression que la joie était obligatoire, mais moi, je me sentais pas joyeux, ça m'intéressait pas. Bon, soit on se hurlait dessus, enfin on hurlait parce qu'il y avait tellement, la musique était tellement forte, ou alors on était des bandes. Alors il n'y a rien de pire pour moi que les bandes, parce que je suis un peu comme, il y a Brassens qui dit ça, à partir du moment où on est plus de 3, on est une bande de cons. C'était terrible, le small talk, tu vois, quand on se parle et puis on refait le monde, ou alors on parle du dernier match de foot, ou alors on s'engueule sur des trucs politiques. Mais pour moi, c'était l'enfer, ça. C'était horrible. Et à partir du moment où j'ai commencé à voir qu'il existait des cercles, des gens qui disaient « Ah, mais moi je crois que je suis Dieu ». Et puis hop, on pouvait connecter direct, on connectait vrai, on connectait authentique, pas juste « Ah, toi aussi t'aimes The Cure, et bon, on va essayer de se trouver des points communs à partir de ça ». Non, on est la même chose. Voilà, c'est le paradis. C'est pour ça que moi j'ai pas peur. J'ai pas eu du tout peur. C'est à partir du moment où j'ai fait même des expériences psychédéliques, j'ai communiqué avec d'autres qui faisaient des expériences psychédéliques et on avait vécu la même chose. On disait, mais c'est dingue ce qui nous arrive, c'est ça. Là, c'est ça qui est drôle, tu vois, c'est que... Ah, moi, quand je t'entends, mon mental, il bug. Bah ouais. Il fait, mais comment on peut trouver ça rassurant, extraordinaire, de se sentir être Dieu? C'est tellement énorme. Mais comment on peut trouver ça rassurant? Et moi, je trouve ça... Bon, plus aujourd'hui, hein, je parle de... Tu m'as projeté à l'époque des fêtes et tout ça. Ouais. Moi, je me suis dit, c'était complètement cintré, voir c'était extrêmement vertigineux et que pas envie de mettre un pied là-dedans, quoi. De poser ce genre de questions. Bien fait. Bien fait, tu te l'es pris dans la tronche. Ah la vache. Et maintenant, on est tous les deux là, Dieu est dans la pièce. Moi, j'adorais les pogos, moi. Moi, j'adorais être une bande de cons. Moi, j'adorais la fête et me mettre la tête à l'envers pour être comme débile, stupide et jouer comme un chiot dans un panier avec mes frangins de débilité pour s'amuser, à pas penser. Ouais. Mais c'est pas une fuite, ça? C'était Parce que c'était triste au fond, non, derrière. Mais pourquoi faut pas fuir? C'était chiant la vie. Voilà. Donc oui. C'est ça. Oui, la vie c'était chiant, donc je fuyais, c'était à piquer des fous rires, à se distordre la vision et les sensations. Au moins il se passait quelque chose d'étonnant. Alors que moi, ça m'amusait, moi c'était comme le manège. Moi c'était, je suis sûr que la vie c'est génial, mais je me fais chier comme un rat mort avec les gens qui sont là. Ah, mais je sais que la vie... Mais c'est ça, tu vois. C'est ça qui est drôle. J'étais certaine que la vie c'était inutile et tellement emmerdant que du coup on va s'amuser. Ouais, on va s'amuser et on va faire des trucs qui mettent des sensations. Je reviens à la question de tout à l'heure. T'as la nostalgie de ça? Non. De cette ignorance-là? Mais tu peux pas dire ignorance. Je savais ce que je savais. C'est quoi ce jugement dégueulasse de qui j'étais? J'ai le droit, je fais ce que je veux, je suis Dieu. Putain, ce tribunal immonde. Non, mais l'ignorance, parce que je parle de la mienne, en fait. Ouais, parle de la tienne. Ouais, je parle de la mienne. Non, moi, j'étais complètement assise dans mon hyper-sachance que la vie, elle était comme elle était. C'était très bien comme ça. Je me sentais pas... Et j'ai pas envie de dire que j'étais ignorante. Tout ce que je savais, je le savais pleinement. J'étais absolument pas... j'étais pas une débilité sur pattes. Si tu reconnais un gramme de finesse quand je m'exprime, j'avais la même. Hein. J'avais la même finesse et j'avais la même capacité d'analyse. J'analysais la psychologie humaine et le mensonge à soi de la même façon qu'aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé alors? Je me marre. Je me marre sans être bourré le samedi soir. C'est ça. Je me marre ailleurs que dans les caves à bière. Je me marre ailleurs que dans l'ironie et la pure noirceur, dans la dérision et l'exorcisme. Il y a toujours une notion d'exorcisme et de noirceur, mais maintenant c'est par-dessus la jambe. J'ai toujours je suis un peu border Jean-Pierre Bacri, de toute façon. Mais j'aime bien, c'est une couleur. C'est une couleur qui a toujours été là, même quand j'étais gosse. Hein. Ouais, même quand j'étais gosse. Il y a toujours eu ça, mais non, maintenant le rire, il est beaucoup plus amusé, il est plus sincère. Je m'amuse au lieu de combler. Un truc comme ça. Ouais. Mais voilà, mais c'est ça. Au lieu de m'occuper à m'amuser, je m'amuse vraiment. Parce que moi, à cette époque-là, je me disais, si tu veux t'amuser, il faut que tu fasses comme eux. C'est-à-dire, faut que tu te foutes la tête à l'envers, faut que tu fasses signe d'ignorer, faut que tu fasses signe que la vie c'est moche, c'est pourri, parce que sinon tu peux pas connecter avec eux, parce que eux ils pensent que la vie c'est nul, c'est pourri. Ça c'était mon problème à moi, tu vois. Et je me disais,
Et j'avais un jugement monumental. Tout le monde est con. Il n'y a que moi. Et du coup, je me sens extrêmement seul et extrêmement triste. Ou alors, j'ai mon amoureuse. Ah oui, avec mon amoureuse, tout va bien. Mais alors, tous les autres, j'avais pas d'amis. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Je me suis jamais autant éclaté. Moi, c'est l'inverse. J'avais des milliards d'amis et je n'ai jamais été aussi seul qu'aujourd'hui. Et je kiffe. Je kiffe. Et voilà. Et moi, je kiffe les amis aujourd'hui que j'ai, tu vois, alors que c'est très, très drôle. Ouais, et je vais reprendre la phrase d'une dame que j'ai eue en séance, que j'ai adorée. Elle a dit, quand je passe du temps avec des gens, assez rapidement, je me manque. Et je lui vole et je la cite parce qu'elle a exprimé ce que je ressens. Et d'ailleurs, c'est vraiment magnifique. Les échanges avec les gens, c'est des entre-éclairages à deux, c'est incroyable. Chaque séance, c'est une séance pour moi aussi. Ça, c'est émerveillant, quoi. Alors juste, parle-moi de ça, d'un point de vue purement pragmatique. T'étais cinéaste, t'étais pas cinéaste, t'étais monteuse pour France 3. J'étais monteuse pour France 3 au JT, ça c'était ma base alimentaire, assez ludique, parce que j'ai toujours aimé ce métier. Et j'étais en parallèle réalisatrice de documentaires en indépendant, où je faisais mes projets à moi, que je faisais financer, j'arrivais à trouver des boîtes de prod et voilà. Et puis j'ai fait aussi caméra sur une dizaine de documentaires, en tant que cadreuse. Et ça, c'est ce qui mettait comment on appelle ça déjà? Qu'est-ce qu'on dit? C'est ce qui faisait bouillir la marmite. Tu veux dire quoi? À m'amuser, enfin qui me... Non, c'est ce qui te faisait vivre, ce qui te payait, quoi. C'est ce qui te permettait de payer ton loyer. Ouais, mais c'était un métier passion. Moi, j'adore filmer. Là, je vois tes jouets, là, je vais te les... Tu vas repartir sans, tu le sais, ça? Non. Attends, ce qui est à toi est à moi, on n'est qu'un. Oui, je sais, on n'est qu'un, mais j'en ai besoin pour monter l'épisode, donc... Ouais. D'ailleurs, je te dis, j'avais la même caméra que toi et j'étais nostalgique de l'avoir revendue. Je l'ai revendue pendant l'éveil parce que justement, l'éveil m'a même empêché de filmer tellement j'arrivais pas à me concentrer. J'ai dû abandonner un projet, un gros projet, The Projet. Voilà. Et je sais pas, peut-être un jour ça reviendra. Parce que j'aime vraiment filmer, j'aime vraiment faire des films. Oui, mais c'est marrant parce que moi, c'est en train de me revenir là. Alors que j'étais en train de le perdre et ça me revient, mais ça me revient parce que j'ai envie de filmer ça. J'ai envie de faire ce que je suis en train de faire là. J'ai envie de faire ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai filmé une retraite, j'ai adoré ça. Mais c'est rester dans le même truc et utiliser ce que je sais faire. Ouais, tu mélanges tout. Voilà, je mélange toutes les tout. facettes. Voilà. Moi, j'ai pas encore ressorti trop ces jouets-là. Bon, je m'amuse dans mes partages. Je m'amuse avec la vidéo, ça se sent. Mais c'est marrant parce que avant, j'étais extrêmement perfectionniste de la vidéo. Là, je fais des vidéos à la When Again Beast to Fly, rien à foutre. Mais parce que c'est un peu... je sais très bien que je suis en train d'explorer le déconditionnement de la perfection de l'image. Parce que j'étais quand même très exigeante avec moi-même. Et que là, je préfère jouer à la spontanéité, quitte à ce que l'image soit dégueulasse. Je sais très bien que ce que je livre sur Facebook n'est pas le tiers du quart de la moitié de ce que je sais faire techniquement. Mais je m'en fous parce que c'est une expression spontanée, accessible, et j'ai pas envie de la parfaire. Donc il y a quand même un souci, il y a toujours un petit souci, un petit truc comme ça, mais j'ai besoin de encore lâcher ce... Je sais très bien que parce que tu sais ce que c'est quand on fait un film, et qu'on est assez exigeant, on veut que l'image soit parfaite, le point soit parfait, le machin, le son, le truc, la qualité, le truc. Enfin, quand on aime ça, on est extrêmement pointu. Et en fait, pour l'instant, je suis plus dans une phase et on va laisser la spontanéité vivante remplacer la concentration et le besoin de parfaire. C'est ça qui est encore un peu assimilé à ça. Je vois bien que je laisse encore s'intégrer le grand 8 là, tu vois, voilà. Et en même temps, maintenant, ton métier, il a complètement changé. Ton métier au sens de comment tu gagnes ta vie, quoi. Hein? Comment tu gagnes ta vie maintenant? Ben, je fais « Bonjour !» Bonjour, comment tu t'appelles? T'as pris rendez-vous, d'accord, tu cherches Dieu, ok, c'est moi que tu viens voir, d'accord, ok. Et puis voilà, et puis on parle pendant 1 heure, 2 heures, je gagne ma vie comme ça. Ouais. Et c'est marrant parce que tout à l'heure tu m'as parlé de ton enfance et de ce que tu voulais faire. Ah oui, oui, je voulais jouer à la vendeuse moi, enfin je voulais jouer à la vendeuse. Quand j'étais petite, je voulais être vendeuse. Et j'ai compris un peu ce mois-ci, je voulais être... mais mon rêve d'enfant en fait, moi je voulais être caissière ou pompiste. Mais pourquoi?
Parce qu'on touchait de la technologie, on touchait des machines, on touchait des boutons, puis on disait bonjour. Alors, vous allez bien? Qu'est-ce que vous voulez, vos enfants? En fait, j'admirais énormément mon oncle Jean-Luc qui tenait une station essence en Picardie. J'ai passé toutes mes vacances là-bas et je le regardais et je l'admirais. Il était gentil, il était rigolo, il était fraternel avec tout le monde, il avait le cœur sur la main, il avait un humour à tomber par terre, très sympa. Et moi, j'allais chez lui et c'était, voilà, donc moi, je voulais être pompiste comme lui. Et je voulais avoir le droit d'ouvrir le tiroir caisse, mais j'avais pas le droit, j'étais trop petite. Pourtant, je savais sur quel bouton il fallait appuyer et tout. Et donc, je voulais jouer à la vendeuse. Et en fait... Alors que tes parents, ils avaient une autre idée pour toi. Ils n'avaient jamais eu d'idée pour moi, mes parents. Non, mais je veux dire, eux, ils étaient... Mes parents, ils m'ont laissé faire tout ce que je voulais. Mais super parents pour ça. Mais tu me disais, le contexte familial, c'était pas tellement... Du côté de ma mère, oui, il y a beaucoup de... Elles sont très cérébraux, très intello, très cultivés. Il y en a qui ont fait ou du théâtre. Ma mère, elle a été vraiment longtemps dans le milieu journalistique. C'est une des fondatrices du journal Libé, à la base. Elle a quitté juste avant le premier numéro pour m'élever. Ma mère, très 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 intello, vraiment très intellectuelle, avec l'encyclopédie universaliste dans sa tête, quoi. Vraiment dans une famille, voilà, avec tout le monde a des caméras, des appareils photo, des micros, tout le monde a en fait archive. Tout le monde archivait, tout le monde filmait, ou alors des gens qui écrivent, des grands orateurs, voilà, où ça aime penser, ça aime la joute verbale, ça aime la culture, ça aime l'histoire, ça voyage, ça achète des poteries japonaises de fou, ça boit des whisky de luxe, ça peut parler pendant un quart d'heure d'une gorgée de whisky, enfin bon. Et moi, je voulais être vendeuse, je voulais être caissière ou pompiste, et finalement, je crois que j'ai un petit peu fait comme eux, quoi. Je suis partie dans un milieu, voilà, cinéma, quoi. Cinéma, télé, machin, mais c'est vrai que j'avais besoin d'une croustillance intellectuelle aussi, hein. Moi, je m'emmerde à une vitesse fabuleuse, il faut quand même que ça fouine, que ça cherche, que ça comprenne. Ça cherchouille aussi. Sherlock Holmes, quand même, j'aime bien, quoi. Ouais. Il y a un plaisir à farfouiller, comprendre, à comprendre vite. Ouais. Ouais, ça, j'aime bien, donc ça a peut-être contribué aussi à créer cet éveil express. Ouais. J'aime bien comprendre vite. Et puis du coup, rapport à l'accompagnement des personnes, finalement, c'est en discutant avec toi tout à l'heure, je me disais, mais c'est marrant finalement, c'est comme si je jouais à la vendeuse avec les gens aujourd'hui. Bonjour, on rigolait de ça. C'est alors, vous voulez quoi? Vous voulez de l'éveil? Je vous en mets combien? Alors, donc, vous voulez quoi? Un peu de bonheur? Un peu de quoi? De reconnaissance. Donc, d'accord, ok, vous manque quoi? Soupçon d'intégration? Un peu moins de mental, d'accord, je vous enlève, d'accord. Je vous en laisse 300 grammes, vous en voulez encore? Et en fait, j'ai l'impression de jouer à ça et je me rends compte que ça m'amuse. C'est vraiment, je retrouve un peu ce plaisir d'enfant. Quand j'étais petite, je jouais à la caissière dans ma chambre où je jouais des fois à être vétérinaire aussi. Je jouais à vendre des trucs, donc je découpais des cahiers. Je découpais comme ça, là, des cahiers, et puis je faisais avec des compas, je faisais des petits trous pour faire des chéquiers. Je vendais des trucs, je sais pas quoi. Je parlais toute seule, en fait. Je parlais toute seule, je vendais des trucs à des clients imaginaires. C'était toujours « Bonjour madame, comment allez-vous? Et votre fils? Et ça va mieux? Vous avez encore mal aux genoux ?» Je faisais ça, ouais. Je faisais ça, et c'est vrai que je retrouve ma couleur enfantine, un peu. En ce moment, il y a l'ambiance de ma chambre d'enfant qui revient au premier plan parfois. C'est quand je jouais avec mes peluches et que j'inventais des histoires. C'était toujours des histoires très humaines. Je sais pas, c'était... Ouais. Mais il y a quelque chose de super, moi c'est ça que j'adore aussi chez toi, il y a un truc super enfantin dans tes partages. Parce qu'à chaque fois c'est des espèces de petits personnages, il y a des licornes, il y a des trucs pas possibles, et puis tu mets des légendes, quoi. Tu mets des... Parce qu'il y a une couleur Elvira, ouais. Qui est unique, quoi. Et bon, on est tous uniques, hein, c'est clair. Oui. On a tous une couleur absolument, c'est comme les fameuses feuilles de la plante, là, il n'y en a pas une qui est pareille. Hein. Mais alors la tienne, moi je la trouve particulièrement inspirante, parce qu'elle me fait tellement rire. Moi, tu me fais rire. Je crois que c'est ça qui m'a permis, c'est Benjamin Bouguier qui m'avait interviewé sur l'humour, sur l'éveil et l'humour. Ça a été une part exorciste pour supporter la dureté de la vie avant l'éveil, et puis pendant l'éveil. Pendant l'éveil, j'ai beaucoup rigolé, ri aux larmes.
rit aux larmes et pleurer de rire, enfin, tu vois. Mais je rigole beaucoup. Avec mes gamins, on se marre, on fait que rigoler. On est tout le temps, c'est tout le temps une joute de rire à la maison avec mes 2 ados. Qu'est-ce qu'on se marre, quoi. On rigole tout le temps. Mon père rigole beaucoup. Toute ma famille, tout le monde a beaucoup d'humour. C'est 2 familles, vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humour. Ça rigole beaucoup. Et j'ai un de mes oncles au Chili qui disait on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Donc c'est parti un peu de ça, mais finalement, je me rends compte que j'ai le droit de faire bon cœur sans m'appuyer sur de la mauvaise fortune. Waouh. Ça fait du bien. Hein. Ouais. Ça fait du bien. Je commence à pouvoir rire gratuitement sans que ce soit pour réparer quelque chose. C'est pour cacher, ou pour taire, ou pour sauver, ou pour enterrer. On peut s'amuser gratuitement sans que ce soit sur un terreau de douleur. Mais c'est la différence avec Bakri, peut-être, non? Parce que chez lui, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était de l'humour sur une douleur profonde. Ouais, mais je suis sûre qu'aujourd'hui, il rigole comme ça il rigole, aussi. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, il a compris. Ouais. Il doit bien se marrer. Ouais. Parce que moi, j'aime beaucoup les gens. L'humour, c'est un truc, évidemment. C'est l'intelligence. Enfin, il y a quelque chose dans l'humour qui me touche énormément. Mais souvent, je voyais à quel point c'est comme une espèce de pansement sur de la souffrance, quoi. Ça l'est encore un peu pour moi, hein, de temps en temps. Ben, je préfère ça que la dep, comme ils disent les ados, la dépression. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, l'émotion, elle peut s'exprimer par là? Par l'humour? Ouais. Ah bah ouais, c'est un exutoire. Je fais pas de sport, mais je rigole. Hein. C'est clair. Ah ouais. Et moi, je me marre, mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir à toutes les vidéos que j'ai postées. Je crois qu'on me voit plus pleurer que rire, en fait. Parce que de temps en temps... Ouais, t'es plus drôle en vrai que dans tes vidéos. Je vous le dis, les gens. C'est vrai, hein. Ah bon? Ouais, je trouve, ouais. Carrément. Tu me trouves terne, en fait. Tu trouves que... Il y a des gens terne, qui me disent... j'ai pas non, dit mais dans que mes t'étais vidéos, je veux terne. dire. Dans mes vidéos, je... Hein? Non. Ouais, t'es assez sobre. On n'est pas obligé d'être sérieux pour être crédible. Hein. Après, t'as peut-être pas vu les shorts où je me déguise, où je fais le... Ah, j'en ai vu un. J'en ai vu un. Ouais, j'en ai vu un. Si, mais j'en ai vu qu'un. Ouais, après, j'ai pas vu toutes tes vidéos, j'ai navigué dans quelques trucs. J'essaye de me lâcher, je me filme sous la douche à poil. Ah ouais? Ouais, j'ai fait ça. J'ai pas vu ça. Ah bah, je te montrerai. Non. Ou je me déguise en... Tu veux pas me voir à poil, c'est ça? Non. D'accord, bon, ok. Ou je me suis déguisé en gourou avec une perruque. Oui, j'ai vu ça. Ou alors ouais, en producteur de rap avec un gros collier en or pour parler de santé mentale et avoir l'impression... Ah, j'ai pas vu celui-là. Ouais. Je te le montrerai. Parce que c'est un truc avec lequel en fait, on peut rire sans faire le clown. Hein. Oui, on peut rire sans faire le clown, ouais. Ben, le rire, on peut... En fait, il y a le rire... Moi, j'ai remarqué chez des gens que le rire n'est pas complice, et le rire est méchant. Ouais. Et sous couvert d'humour, on te balance les pires saloperies. Ben, c'est ça. Et ça, je trouve ça d'une violence dégueulasse. Enfin, je dis dégueulasse parce que ça me heurte de voir ces systèmes-là. Je me dis, ouf, dis donc, oulala, dur. Et je dis dégueulasse parce que je l'ai souffert avec certaines personnes avant l'éveil. Où je pensais que ces gens étaient sympas et en fait, quand j'y repense, il y avait un chaud-froid dans l'humour. En fait, moi, j'aime l'humour complice. J'aime l'humour qui rapproche parce que je pense que j'ai une forme de pudeur. Je suis pas quelqu'un qui prend facilement dans les bras, qui dit facilement des je t'aime. Je suis pas quelqu'un qui... je suis pas cucugnangnang, mais par l'humour... Non, c'est bien, c'est pour moi, ça. Il va y avoir une forme de... T'es d'accord, tu prends cette part, ça m'arrange. Moi, je prends cette part. C'est pour ça qu'on est bien... Vas-y, voilà, prends. Hop. Moi, je vais pas marcher sur ça, chacun sa gamme, chacun sa gamme. Allez, hop, très bien. Hop, ouais, ça. Vous voulez du love, vous allez chez Brunet. Vous voulez rigoler, vous venez chez Diaz. Ouais. Et non, en fait, avec l'humour, il y a l'humour tendresse, il y a l'humour compréhensif, il y a l'humour pansement, il y a l'humour l'humour accompagnement, il y a l'humour compassion, il y a l'humour, moi je le vois dans les séances avec les gens, il y a l'humour dédramatisant, il y a l'humour universalisant, il y a l'humour vulgarisant, c'est surtout l'humour complice, quoi, l'humour lien.
Donc, ouais, moi, je vois peut-être plus l'humour que l'amour, mais c'est ma forme à moi. Mais c'est ta forme d'amour à toi. C'est ma forme à moi. Bien sûr. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une pudeur peut-être avec l'amour. Ouais, l'humour, c'est plus facile, ouais. Parce que moi, il y a un ça truc... glisse, disons. Ouais, voilà, avec ouais. moi, c'est fastoche. Ouais. Il y a un truc que j'ai vu quand j'ai fait une immersion avec 14 hommes, ce qui est une folie totale. Pour moi, c'est pas mal, ça. Oui, sauf que pour moi, c'était pas vraiment le rêve. C'était le truc que j'ai fait ça au mois de mars. Et pour moi, c'est aussi le signe qu'il y a quelque chose qui a vraiment bougé, tu vois. Parce que l'idée de me retrouver avec 14 mecs, ça me rappelle le collège quand j'étais pensionnaire, avec que des mecs. Et c'était horrible. Et en fait, pendant cette immersion-là, j'ai vu ce que je détestais dans l'humour entre les garçons. C'est-à-dire le côté cynique, le côté ironique, le côté méchant que tu pointais. En fait, c'est pas de l'humour. Non, c'est pas de l'humour. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Exactement, exactement. Et ça, tu la retrouves dans l'espace public, tu la retrouves chez certains humoristes, chez certaines humoristes aussi. Ouais. Et c'est très violent pour moi. Enfin, c'est très violent. C'est violent. C'est de la brutalité, de la violence. C'est de la brutalité et qui est retournée aussi sur celui qui la profère. Et ça, c'est difficile. Et je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas plus beau que l'humour complice. Et je trouve que dans la manière dont tu partages, c'est pour ça que je me permets de rire à gorge déployée quand tu partages des trucs, parce que je trouve qu'il y a ça. Tu viens me chercher à un endroit tendre. C'est aussi comme ça que je mets de la tendresse sur moi-même. Tu sais, moi des fois je suis toute seule ici, je fais des trucs et des machins, là je range du bazar, je peins mon radiateur, je fais des conneries. En fait, je me rends compte que je parle toute seule et je me dis... Putain, les voisins, si la fenêtre est ouverte, on dirait complètement cintré, parce que je me parle et je me fais des blagues, en fait, et je me fais rire. Et je me fais rire moi-même. En fait, je m'auto-tendresse avec mon auto-humour, en fait. Je me fais rire moi-même aussi. Il y a un truc comme ça. Et en fait, je crois que mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est les rires, quoi. C'est rigoler, quoi. Mais il y a des enfants, tu sais, qui se souviennent peut-être plus d'avoir été rêveurs ou quoi. Ah, moi, qu'est-ce que j'aimais rire. Et d'ailleurs, j'ai... Une de mes cousines, ça l'énervait parce que je la faisais tellement rire qu'elle se faisait pipi dessus. Moi, c'était pas le but. Et ouais, mais je sais que gamine, ouais, je faisais la... Ma mère me disait, tu fais la faux folle. Donc, ouais, gamine, on me disait tout le temps que j'étais trop excitée, j'arrêtais pas de parler, je faisais la con tout le temps. Enfin, je parlais beaucoup, je gesticulais, je faisais la dingo, je m'amusais, quoi, je parlais toute seule. Mais la conscience s'amuse, c'est ta couleur. Et puis plus ça avance, plus je me rends compte à quel point ce truc-là, il se prononce encore plus. Et c'est ça qui va enfin me donner le plaisir de cette expérience, je crois. Ouais. Enfin. C'est encore en cours d'équilibrage, hein, parce que voilà, je te dis, la sidération, elle est encore présente, mais ça commence à bien s'amuser, ouais. Merci encore, Elvira, pour ta générosité, pour avoir accepté de me recevoir dans ton salon, à Montpellier, et au plaisir de te retrouver, un jour ou l'autre, forcément, sur ce chemin. Je te rappelle que du 22 au 25 août, je serai avec Ludovic Fontaine à la Tribu de Lavaux, en Charente, pour une retraite qu'on a intitulée « Libération et transformation ». Si tu veux venir faire l'expérience de la réalisation de qui tu es vraiment, en présentiel avec nous, à travers la méditation et à travers le changement radical de paradigme que représentent les 3 principes, cette compréhension que je partage sur les réseaux depuis 2 ans maintenant. Viens nous retrouver, le lien d'inscription est dans la description de cet épisode. Le Réveil en douce, comme l'année dernière, va s'offrir une petite pause estivale avant de reprendre dès la fin du mois d'août avec Marion et Gérard, que j'ai eu la chance de rencontrer à Nantes au début du mois de juillet et avec qui j'ai pu faire 2 entretiens que j'aurai le plaisir de te présenter pour inaugurer la 3e saison de mon podcast.